Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque week-end à la fois sur BFM Business et 01 TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François Sorel. Alors Pauline, au sommaire de ce nouveau numéro. Eh bien nous allons partir à Paris. Comment va-t-on se déplacer demain? La ville est un laboratoire des nouvelles mobilités. Nous en parlerons notamment avec David Belliard, l'adjoint à la mairie en charge des transports. Vaste programme. Et puis on découvrira le ou la jogger, Pauline. Le jogger. Ah, c'est le jogger. Eh bien oui, c'est la nouvelle Familia 7 places de Dacia. Elle a l'air cool. Et c'est Julien Bonnet qui l'a testé. Et puis on découvrira une start-up qui est basée près d'Orléans. Elle se nomme Pipop. Alors elle développe un vélo électrique, mais ce vélo électrique, François, elle n'a pas de batterie. Non. Mais alors comment ça marche? Eh bien c'est ce qu'on demandera à son fondateur. Mais quel suspense, les amis. Vous voyez, vous faites bien d'être avec nous. C'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Voilà, bien sûr, on est ravis de vous retrouver comme chaque week-end pour En route pour demain. Et on va s'intéresser au laboratoire des mobilités de la ville de Paris maintenant. Absolument François, on va faire une grosse page mobilité consacrée à Paris. Alors Paris, on connaissait bien avec Autolib, les premières voitures en autopartage. Il y a eu les trottinettes en libre service, la saga Vélib ou la nouvelle politique pour repenser la place de la voiture. Finalement, la capitale française, c'est un peu un laboratoire mondial de comment nous nous déplacerons demain. Mais avant d'en parler avec notre invité, David Belliard, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, eh bien, Julien Bonnet et Jean-David Duhart font le point sur Paris, ce laboratoire des nouvelles mobilités. Paris est depuis bien longtemps un laboratoire des mobilités avec à chaque époque ses propres enjeux et défis à relever. Pour se déplacer au sein de la capitale française, on peut bien sûr utiliser le métro dont la première ligne a été inaugurée en 1900 pour les Jeux Olympiques et l'exposition universelle. Un métropolitain qui a beaucoup évolué depuis avec certaines lignes automatisées et qui a été rejoint entre-temps par les bus, tramways, RER, bref tout ce qu'on peut regrouper dans la case des transports en commun. Mais face à l'omniprésence de la voiture en région parisienne, on a vu se développer ces dernières années une explosion des mobilités dites alternatives, avec en premier lieu le vélo. Un vélo utilisé bien sûr depuis longtemps, mais qui a connu un regain d'utilisation, notamment avec l'arrivée des vélos à assistance électrique. En 2020, on notait une hausse de 60% des déplacements effectués à vélo. Le contexte a bien sûr beaucoup joué, avec une municipalité socialiste depuis le début des années 2000 qui a mis en place un vaste programme de construction de pistes cyclables. Ajoutez à cela 2 grèves de transport consécutives en 2019, donc juste avant le Covid, qui ont remis énormément de Parisiens en selle. Et avec le Covid et la baisse du trafic automobile, on a vu se mettre en place des pistes provisoires ou corona-pistes, c'est ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique. Ça va permettre d'adapter les infrastructures dédiées à la mobilité pour faire évoluer les pratiques. Et c'est ce qu'on vit en ce moment à Paris. Mais le vélo, on le partage aussi depuis longtemps à Paris. En 2007, ce sont les fameux Vélib qui sont lancés. Ils sont gérés jusqu'en 2017 par JC Deco avant de passer le relais à Smovengo, une filiale d'Indico et de Mobivia. Et depuis, les vélos ne sont plus forcément à rapporter en station. On parle de free floating avec des vélos, des scooters ou encore des trottinettes en libre service. Et face au chaos que ça a pu créer, en 2020, la mairie de Paris a sélectionné 3 opérateurs pour la partie trottinette, Lime, Dot et Tir. Et la voiture, elle se partage aussi. À Paris, c'est bien sûr l'expérience Autolib lancée en 2011. À la fin du service, en 2017, on comptait quand même plus de 3900 véhicules disséminés sur 120 communes de l'agglomération parisienne. Un système Autolib qui s'est révélé trop coûteux et un peu instable sur le plan du modèle économique. Et donc, il a été remplacé par une diversité d'acteurs. On peut citer notamment Zity ou Free2Move, donc les 2 entités qui appartiennent respectivement à Renault et Stellantis, donc le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA. Et on a également Chernao qui propose ce qu'on appelle des véhicules en free floating. On a aussi d'autres services comme Mobilib qui va réunir d'autres acteurs. Et là, le service, il est dit en boucle continue, c'est-à-dire qu'on va ramener le véhicule sur la place sur laquelle on l'a prise, des places dédiées aux véhicules en autopartage qu'on retrouve désormais un peu partout dans Paris. Dans le cadre de nouveaux enjeux comme la lutte contre la pollution, la capitale se ferme aussi aux véhicules les plus anciens. Ça, c'est dans le cadre de la zone à faible émission, donc la ZFE du Grand Paris. Actuellement, il n'y a pas de verbalisation, mais celle-ci devrait être mise en place courant 2023. Les mobilités, elles continuent de se diversifier. Pour les JO 2024, on a notamment en ligne de mire la diffusion plus massive de navettes autonomes ou encore un projet de taxi volant mené par la RATP avec Aéroport de Paris. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité.
Voilà, Julien Bonnet a posé le débat sur ce laboratoire des mobilités à Paris. On va continuer à en parler sur notre lancée avec notre invité, Pauline. Absolument, François-David Belliard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je résume, vous êtes, je vais raccourcir le titre parce qu'il est très très long, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des transports. Et du coup, quand on voit ce foisonnement entre trottinettes, voitures, vélos, les piétons qui prennent aussi beaucoup plus de place, comment Paris s'est imposé comme cette capitale en fait, des nouvelles mobilités, alors en France, en Europe et finalement pratiquement aussi dans le monde? Paris, en fait, suit un mouvement qui est un mouvement plus large dans toutes les métropoles et puis plus globalement d'ailleurs dans toutes les villes, c'est-à-dire une transformation profonde des mobilités. Là où en fait on pensait grosso modo le métro, la voiture et la marche à pied, eh bien nous sommes passés et nous passons progressivement et de manière très volontariste pour Paris à d'autres types de mobilité. C'est plus complexe, c'est plus difficile, mais nous avons des enjeux qui sont des enjeux majeurs. Elles sont de l'ordre au moins de deux. D'abord l'accélération des dérèglements climatiques qui aujourd'hui impacte de manière très très violente les métropoles et notamment Paris. C'est extrêmement difficile de vivre à Paris lorsqu'il fait 42, 43 degrés. Et donc on a besoin de transformer l'espace public, notamment en remettant de la nature en ville. Et puis il y a une question aussi de santé publique, la pollution et notamment la pollution de l'air, le bruit aussi. Nous avons besoin effectivement d'apporter des solutions et pour ça, eh bien, ça nécessite d'aller vers des mobilités qui sont des mobilités, ce qu'on appelle dans un jargon un petit peu technique, décarbonées, c'est-à-dire des mobilités propres. Et là-dedans, eh bien, le vélo, par exemple, vient s'imposer comme une solution alternative et notamment alternative à l'automobile. Et je parlerai principalement d'ailleurs de la voiture utilisée à titre individuel, l'autosolisme, c'est-à-dire en gros une voiture pour une personne. On sent que le Covid a accéléré les choses, notamment sur les coronapistes qui ont été développées, qui sont en train d'être pérennisées. Mais on sent aussi qu'il y a un horizon de temps, c'est 2024 et les JO, où il y a un certain nombre de décisions qui devront être prises à partir de ce moment-là. Je pense à la zone apaisée au cœur de Paris, notamment tous les 4 arrondissements centraux. Je passe notamment à la question des 2 roues et de comment on va réglementer leur fonctionnement dans la capitale. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement 2024 à Paris, comment on se déplacera par rapport à maintenant? Alors nous, on a un enjeu d'abord de réaliser le mandat. Alors 2024, c'est évidemment une étape importante. C'est pas la seule, c'est les Jeux Olympiques. On a un certain nombre de projets qui effectivement que nous souhaitons voir aboutir pour 2024. 2024, c'est, vous en avez parlé, la zone apaisée, Paris-Centre, Saint-Germain, c'est-à-dire en fait cette grande zone au centre de Paris où nous souhaitons effectivement supprimer ce qu'on appelle le trafic de transit, c'est-à-dire pas éradiquer la voiture comme je peux le lire ici et là, mais arrêter avec ces trajets qui traversent cette zone qui est une zone extrêmement dense, extrêmement touristique et aussi pas du tout faite pour la voiture. Donc on veut réduire par 2 le trafic automobile dans cette zone. C'est aussi 2024 le moment où nous allons terminer de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Je pense notamment à la question du vélo ou de la réfection de place. Concorde, j'étais ce matin à Concorde avec la ministre du Transport danoise et nous avons échangé justement sur la question du vélo, sur la question des politiques de mobilité douce et je lui disais que Concorde pour 2024, cette grande place très symbolique, eh bien, va être refaite avec toujours la même logique qui est la nôtre pour l'ensemble des politiques que nous menons, c'est-à-dire moins de voitures et plus de place pour le vélo, la marche à pied, le bus, et évidemment aussi pour la nature, parce que encore une fois, nous avons besoin de remettre de la nature en ville. Voilà quelques exemples très symboliques de ce que nous souhaitons faire pour 2024, mais c'est sans compter tous les quartiers, par exemple. Nous avons lancé 17 chantiers, 17 quartiers que nous appelons embellir votre quartier. Là encore, plus de zones piétonnes, plus de place pour le vélo. De la même manière, nous avançons, par exemple sur Porte de la Chapelle, avec des projets qui sont des projets majeurs aux portes de Paris pour justement travailler ce qu'on appelle les continuités, c'est-à-dire refaire du lien avec, là ici, les communes du 93, et notamment au travers du vélo, mais pas que, continuité piétonne ou la question du bus. Place de la Concorde, donc ce projet de refaire cette place, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'automobilistes qui pourront emprunter la place de la Concorde ou malgré tout, il y aura encore de la place pour eux? Il y a toujours de la place, en fait, pour les automobilistes. Vous savez, la question aujourd'hui, elle n'est pas pour ou contre la voiture. Elle n'est pas une ville avec plein de voitures et une ville avec 0 voiture. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, c'est à rééquilibrer l'espace public. 50% de l'espace public parisien, eh bien, il est consacré aujourd'hui à la voiture d'une manière ou d'une autre, alors que c'est moins de 10%, peut-être 10% à peu près des déplacements. Donc, on essaye, en fait, de rééquilibrer. Place de la Concorde, bien sûr, il y aura
aura toujours des voies pour les automobiles. Ce que nous cherchons, c'est plutôt à faire que la voiture soit utilisée de manière peut-être plus vertueuse. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire une personne pour une voiture. Ça, dans une zone comme Paris, très très dense, et je ne parle pas des zones rurales ou des zones périurbaines où on n'a pas d'alternative en transport. À Paris, nous avons des alternatives en transport et notamment des alternatives en transport en commun. Et ce que nous cherchons à faire, c'est plutôt à dire la voiture, c'est plutôt pour les personnes en situation de handicap, c'est plutôt pour les artisans, pour les commerçants, pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Et puis aussi, c'est la voiture, elle doit être partagée. Elle est plus propre, bien sûr, mais elle est aussi plus partagée. Je pense notamment à la question de l'autopartage, du covoiturage. Bref, de tout ce que nous souhaitons aujourd'hui développer comme un usage plus vertueux d'une voiture qui, de toute façon, nous le savons, sera moins polluante, en tout cas en termes d'émissions de polluants pour l'air. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous souhaitons développer plus de 8000 bornes de recharge électrique dans toute la capitale. Ça veut bien dire que nous ne souhaitons pas l'éradication totale de la voiture, mais au contraire que nous cherchons à la ramener, disons, à une juste place dans la ville. Et avec une promotion forte de la voiture électrique et des mobilités électriques. Oui, une promotion. Aujourd'hui, ce qu'on voit, vous savez, moi je ne suis pas un ingénieur, je regarde comment le marché évolue. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'électrique s'impose et s'accélère. La transition vers l'électrique s'accélère. Beaucoup de gens ont envie de voitures plus propres et les constructeurs sont en train de s'y mettre de manière massive. On a un déficit d'infrastructures. Nous devons aller vers des infrastructures et notamment des infrastructures de recharge pour, disons, accompagner ce mouvement. Mais ce n'est pas les seules choses sur lesquelles on travaille. On travaille aussi, par exemple, sur le GNV. On travaille aussi sur l'hydrogène, sur lequel nous avons développé 2 stations hydrogène. Il y en a une un dans le 16e. À Saint-Cloud, je crois, non 16e, exactement. 16e, et une dans le 14e. Parce que nous pensons que sur certains usages, notamment sur les véhicules à forte capacité, les camions, les bus. Et puis, on a aussi une expérimentation avec les taxis. Les Parisiennes et les Parisiens qui nous écoutent connaissent peut-être, ont déjà peut-être pris ou vu des taxis Hype qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc, nous avons aujourd'hui des propositions. On voit un peu comment ça fonctionne, comment ça marche, comment ça prend. Ce sont des technologies qui sont des technologies aujourd'hui pas encore matures, mais en tout cas, nous sommes ouverts à développer et à accompagner toutes ces technologies qui vont vers des véhicules qui sont des véhicules à motorisation moins impactante. Je ne dis pas complètement écolo, la voiture électrique, c'est pas complètement écolo, bien entendu, mais c'est quand même, disons, plus c'est un impact sur la qualité de l'air, en tout cas. Vertueux, et puis sur le bruit, mais plus vertueux sur la vie de tous les jours et sur aussi notre environnement et sur notre santé. Accompagner, est-ce que ça veut dire sanctionner? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de pédagogie, vous avez mis en avant cette pédagogie, notamment sur le respect de la vignette critère, mais demain on pense à la zone apaisée. Comment vous allez empêcher justement des automobilistes de traverser cette zone? Et est-ce que vous allez mettre en place un calendrier qui va dire pédagogie jusqu'à telle date et à partir de telle date, on verbalise? Alors on travaille toujours sur des questions d'information, sur des questions de pédagogie, sur aussi la signalétique. Sur la zone apaisée en particulier, nous allons mettre en place plutôt des contrôles à la sortie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle a priori, mais il faudra, avec des contrôles qui seront des contrôles aléatoires, montrer patte blanche d'une certaine manière, prouver qu'on avait quelque chose à y faire. Par exemple, si on a été faire ses courses, un ticket de caisse par exemple, tout simplement. Ou si on est allé chez le médecin ou pour une consultation X ou Y, montrer qu'on est allé dans cette consultation. Mais ça se prouve comment? Ça se prouve par des justificatifs. On est en train de travailler. Des policiers qui seront en place pour assurer police ces contrôles. municipale, bien sûr. Et puis aussi, surtout, par un nouveau plan de circulation, par une signalétique. Vous savez, il y a beaucoup, effectivement, d'incivisme. Un civisme chez les automobilistes, parfois même un civisme chez les cyclistes. On travaille là-dessus, information et sanctions. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui respectent les règles, heureusement. Et là-dessus, il faut bien les informer, bien signaler sur l'espace public et puis essayer de proposer des plans de circulation qui leur permettent de trouver des alternatives. Merci beaucoup David Belliard. Merci à vous. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge, entre autres, des transports et des mobilités. Merci. Merci. Il est temps maintenant de retrouver, Pauline, notre essai de cette semaine. Absolument, et on va essayer un véhicule familial. C'est le nouveau Jogger lancé par Dacia. C'est un essai de Julien Bonnet et Jean-David Duhart. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai.
La famille Dacia s'agrandit. Après les succès des derniers modèles, notamment la dernière Sandero ou le dernier Duster, la marque low cost lance cette année le Jogger, un véhicule familial. On retrouve toujours la même recette chez Dacia, donc la réutilisation notamment de technologies anciennes du groupe Renault. Mais ce Jogger, il repose en effet sur la plateforme de la Clio actuelle, tout comme la Sandero. Sauf que Dacia sort ici un véhicule beaucoup plus long, 4,54 m, avec la possibilité d'opter pour une variante 5 places avec un grand coffre ou 7 places avec un coffre d'un volume plus limité. A noter que sur la variante 7 places qu'on teste aujourd'hui, les 2 derniers sièges sont amovibles, ce qui permet de gagner de l'espace de coffre quand on ne se sert pas des 6e et 7e places. Bon point aussi pour la visibilité des places arrière, ces sièges ils sont placés un peu en mode amphithéâtre, donc de plus en plus haut, ce qui va permettre même aux passagers du rang 3 de pouvoir voir la route. Et on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À bord de ce Jogger, on retrouve un intérieur très proche de celui de la dernière Sandero et pour cause, un peu à l'image de ce qu'on a vu à l'extérieur, c'est vraiment la même face avant et donc les mêmes équipements proposés. En alternative au Media Control, donc sur les finitions de base, donc finalement ce qui va permettre d'avoir juste un support pour smartphone pour avoir les principales informations à bord, et on a nous dans notre version un peu haut de gamme un écran 8 pouces tactile et il offre une plutôt bonne définition, réactivité, surtout pour ce niveau de prix. Logiquement, on retrouve beaucoup de plastique dur dans l'habitacle, mais on a également une petite touche de tissu et pas mal d'options finalement, comme le régulateur de vitesse ou encore les sièges chauffants ou un frein de parking électronique. Il est temps maintenant de prendre la route pour voir ce que ce Jogger a dans le ventre. Sous le capot de ce Jogger, on retrouve le moteur TCE d'une puissance de 110 chevaux. Donc il est emprunté à Renault et ça c'est une première chez Dacia. La puissance elle reste correcte sur ce véhicule et ça montre que Dacia a vraiment réussi à limiter le poids de ce véhicule. En alternative, comme sur les autres modèles de la marque, on retrouve de l'EcoG, donc une hybridation avec à la fois un réservoir d'essence et un réservoir de GPL. Et en effet, Dacia a fait le choix de cette motorisation en alternative au diesel ou par exemple à d'autres motorisations comme le 85. Donc ce moteur TCE 110, il se montre aussi efficace en termes de consommation. Là par exemple sur un trajet autoroutier, on est autour de 6 litres au 100, donc ça c'est plutôt un bon score. Ces moteurs ils sont associés à une boîte manuelle 6 vitesses qui se montre assez agréable. Et sur notre finition extrême, donc sur ce Jogger, on a aussi pas mal d'équipements. Donc le régulateur de vitesse, mais aussi un avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs et ça c'est plutôt bon côté sécurité. Donc finalement, au-delà du poids en plus, on reste sur la bonne sensation procurée par la dernière Sandero. Donc un moteur plutôt efficace et finalement tous les atouts de la plateforme de la Clio actuelle qui est vraiment très saine. Globalement, le comportement du véhicule il est plutôt bon. On a un bruit qui est relativement limité même si il est présent. On est vraiment sur la bonne sensation que nous avait procuré la dernière Sandero. Ce Jogger offre donc un très bon rapport équipement, confort, prix. C'est vraiment la marque de fabrique chez Dacia. Les prix démarrent à 14 990 € pour la version de base en version 5 places. Pour notre version en finition extrême et 7 places, il faut compter un tarif avec quelques options de 20 450 €, mais ça reste imbattable par rapport aux autres concurrents. Ce Jogger, on sait déjà que ce sera le premier modèle de Dacia à recevoir la motorisation hybride classique, donc non rechargeable, qu'on retrouve actuellement sur la Clio par exemple. Et donc ça, c'est prévu pour 2023. En attendant, la grande étape, ce sera finalement pour la fin d'année 2022, avec le changement de logo pour tous les modèles de la gamme, avec une version beaucoup plus moderne qu'on avait découvert l'an dernier sur le concept Bigster. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et alors en région, on part dans le Loiret, juste à côté d'Orléans, avec Adrien Lelièvre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci Adrien. pour votre invitation. Donc vous êtes le fondateur de Pipop. Alors Pipop, c'est une toute nouvelle marque de vélo électrique, mais alors ce vélo électrique, il a une petite particularité, c'est qu'il n'y a pas de batterie. Exactement. Donc comment je fais? Je ne le recharge pas? Comment ça marche? Alors le vélo Pipop, c'est le premier vélo au monde à offrir une assistance électrique sans batterie et sans recharge. Alors il n'y a pas de magie, c'est simplement on vient gérer l'énergie musculaire au cours du déplacement du vélo pour à la fois recharger les supercondensateurs dans les phases où il y a besoin de peu d'énergie et en freinant grâce à un freinage moteur pour après aider l'utilisateur
quand il en a besoin dans un pic d'effort. Mais alors, du coup, je vais avoir l'impression de faire plus de sport, de pédaler plus que sur un vélo à batterie classique où je me laisse un peu porter, ou finalement ça va compenser, les moments où je vais pédaler un peu plus fort vont être compensés par les autres moments où les condensateurs seront rechargés. Alors quand vous pédalez et que vous rechargez une dynamo pour éclairer, vous bénéficiez d'un éclairage, vous n'avez pas du tout de sensation d'effort supplémentaire. Et dans notre système, c'est exactement la même chose. On vient prélever très légèrement de l'énergie supplémentaire pendant toute la durée du déplacement pour permettre au supercondensateur de condenser l'énergie et venir la restituer de façon efficace au bon moment. Mais alors, je monte sur votre vélo, parce que là, franchement, c'est assez intéressant. Je commence à pédaler. Donc là, je n'ai pas d'aide, puisque en fait, le vélo était posé, et donc il n'y avait pas de recharge. On est d'accord, le supercondensateur est vide à ce moment-là. Alors, pour la première utilisation... Pour la toute première utilisation, le supercondensateur va être vide. Quand on sort le vélo de l'emballage. Mais après, il va quand même garder donc une petite dose d'énergie que je vais pouvoir exploiter dès que je monterai sur le vélo, c'est ça ? Exactement, parce que le principe, contrairement aux vélos à assistance électrique classiques qui viennent apporter de l'énergie supplémentaire, on vient gérer l'énergie. C'est-à-dire que le supercondensateur, pendant toute la durée du déplacement, vient se charger, se décharger de façon alternative. Notamment en milieu urbain, on est souvent soumis à des arrêts et à des redémarrages successifs. Et là, on vient récupérer l'énergie au moment du freinage et la restituer pour l'accélération. Mais alors, par exemple, je fais 20 km à vélo. Comment ça va se passer ? Est-ce que je vais être obligé de plus forcer que sur un vélo électrique ? Quelle va être ma part de, on va dire, d'effort musculaire par rapport à un vélo électrique traditionnel ? Alors, vous n'allez pas vous rendre compte du tout, parce que le corps humain, il est très bien fait. Le corps humain, il est très endurant, mais il a un seuil de fatigue. Et tant que vous restez en dessous de ce seuil de fatigue, vous ne vous rendez pas compte d'une différence de puissance qui est minime pour le corps humain. Et donc nous, on vient récupérer cette énergie uniquement quand vous êtes en dessous de ce seuil de fatigue. Et on vient vous aider quand vous le dépassez et que vous avez besoin justement d'une assistance. Donc j'attaque une côte. Là, je vais donc commencer à atteindre ce fameux seuil de fatigue. Et là, à ce moment-là, le supercondensateur prendra le relais, c'est ça ? Exactement. Automatiquement, j'ai même pas un bouton à appuyer. Comment ça fonctionne ? Alors vous avez une gâchette comme sur une trottinette électrique. Vous venez gérer, utiliser, appeler l'énergie que vous avez stockée précédemment. D'accord. Et quand je suis en descente, du coup, est-ce que ça va récupérer l'énergie ? Parce que là, je me laisse porter et finalement, la roue est entraînée toute seule. Est-ce que là, ça va recharger le condensateur ? Exactement, dans les phases d'inertie, quand vous êtes en roue libre, parce que quand vous regardez les cyclistes dans la rue, en général, vous voyez bien qu'ils ne pédalent pas toujours. Donc dans les phases d'inertie, donc quand c'est sur du plat et que vous continuez à avancer, ou dans une descente, là, vous allez récupérer de l'énergie automatiquement. Là, on sent que vous êtes quand même sur un choix technologique particulier, parce que c'est vrai que tous les constructeurs de vélos qu'on rencontre, de vélos électriques, eux, ils font le choix vraiment du petit moteur, de la batterie. Pourquoi vous êtes allé sur ce côté du supercondensateur ? Oui, ça sert à quoi finalement par rapport à une petite batterie que vous auriez pu rajouter ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est un parti pris. Un parti pris vraiment qui s'inscrit dans la transition écologique. Pour deux raisons. La première, par rapport à la durée de vie de nos produits et par rapport à la recyclabilité. Donc déjà, les supercondensateurs, ils ont une durée de vie beaucoup plus importante que les batteries. Les batteries, en général, on dit que c'est quelques milliers de cycles ou 2-3 ans de durée de vie. Pour les supercondensateurs, c'est de l'ordre du million de cycles. Et sur un vélo, l'espérance de vie, c'est 15 ans. Donc vous avez 5 ans supplémentaires. Donc on est vraiment sur un système durable. Et pourquoi justement ce parti pris de la recharge, de la restitution de ce stock tampon en fait ? C'est quand on observe vraiment l'usage des cyclistes en milieu urbain, pour de la balade. On n'est pas en train de parler d'un vélo, d'un VTT ou d'un vélo de course. Vraiment pour un usage quotidien, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu besoin d'énergie et que, comme disent les Hollandais, il y a deux freins principalement pour le vélo. C'est le temps, mais ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'équipement. Et c'est quand on est justement dans ces petites phases, quand on est au-dessus de notre seuil de fatigue. Et donc nous, notre parti pris, c'est de dire, au lieu de se rajouter encore une contrainte, parce qu'on recharge nos téléphones portables, on va bientôt recharger nos voitures, le vélo, il faut que c'est vraiment le système simple par excellence, fiable, robuste, et donc on veut l'utiliser sans avoir à penser à le recharger auparavant. Mais alors, si j'ai bien compris, ça fait un peu penser au mode hybride des véhicules, non, finalement ? C'est un peu la Prius du vélo, votre truc. C'est tout à fait ça. C'est vraiment le bon parallèle. Et c'est une hybridation avec le corps humain. Et donc, c'est vraiment en harmonie avec son environnement et son déplacement. Mais alors, j'attaque une montée.
D'accord. Combien d'autonomie, malgré tout, je vais avoir sur ce supercondensateur ? Parce que c'est ça, c'est quand même aussi une question qui peut paraître pertinente, parce que si j'ai une montée qui est quand même assez costaud... C'est dans ces moments-là où ça compte que le vélo nous aide, en fait. C'est dans ces moments-là, en fait. Alors justement, quand on vient de parler d'autonomie, souvent on fait le parallèle avec les batteries. Parce que souvent on parle d'autonomie parce qu'on a un stockage d'énergie qui est limité et on se dit jusqu'où je vais pouvoir l'utiliser. Nous, notre principe, il est vraiment dans la récupération d'énergie et de la restitution. Néanmoins, effectivement, il y a des limites au système. C'est-à-dire que si on commence à passer le pic du Mont Ventoux, si on part à zéro, il va falloir effectivement pédaler. Mais ce n'est pas l'usage de notre vélo. Notre vélo, il a été vraiment conçu pour un usage urbain et une balade avec une vitesse moyenne de 15 km/h. Et en partant du principe que justement la balade, c'est un circuit et on revient à son point de départ. Et dans ce principe-là, vous avez donc des dénivelés qui s'annulent, le cumul des dénivelés s'annule, et donc vous avez suffisamment d'énergie à stocker et à restituer. Bon, François, je crois qu'on sera obligé de l'essayer pour comprendre comment ça fonctionne vraiment. On n'a pas parlé du prix, ça coûte plus cher qu'un vélo électrique, moins cher ? Rapidement. Le même prix, 1995 € TTC. D'accord. Merci beaucoup pour cette démonstration de technologie qui est intéressante. Extrêmement passionnante. Merci beaucoup. Voilà, ce nouveau numéro d'En route pour demain est terminé. Pauline, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.